une Après, t'as espèce. ton PowerPoint, mais il va te le mettre il va te mettre ton PowerPoint. Je te donne de l'écoute. Je te fais de la com et tu me donnes ça. Ouais. Ok.
Installez-vous, on va commencer sans tarder. On a pris beaucoup de retard. Vous commencez à avoir un peu faim. Donc on va faire tout ça avec un au trot. Bon. On a un petit peu modifié le programme, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui devaient venir qui se sont fait remplacer par d'autres. Il y en a d'autres qui vont pas venir, mais il y en a d'autres qui vont venir à la place. Il va y avoir beaucoup d'interventions de la salle. Donc tenez-vous prêts à prendre la parole et à présenter, alors par contre, 1 minute, à présenter vos solutions d'innovation pour la transition. Ça va être un peu le fouillis. Il y en a qui vont parler, il y en a qui vont s'asseoir, il y en a qui vont se lever, mais c'est exprès. Ne vous inquiétez pas. Là, je vois 2 intervenants qu'il faut qu'ils viennent devant. Il faut qu'ils viennent là. Tous les 2. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Le sujet, quelles innovations au service des transitions? Alors, vous voyez, on a mis un visuel pour dire que les innovations, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Là, ça date de 1930. Bon, en 1930, on croyait que l'avenir, ce serait ça. Et puis, on s'est un peu trompé. Plus récemment, on pensait, je me souviens très bien, quand j'étais enfant, on était sûr qu'on vivrait sur des astronefs. On était sûr qu'il y aurait des villes sous-marines. Bon, et tout ça, rien de tout ça ne va se faire, tout simplement parce que c'est extrêmement gourmand en termes de ressources, c'est extrêmement polluant, et aujourd'hui, c'est des projets dont on rigole. De la même façon, on pensait qu'on allait se développer, qu'on allait se déplacer avec des fusées, qu'on allait prendre des scooters à fusée pour aller en week-end sur Mars ou sur la Lune. Bon, tout ça, évidemment, ne se fait pas. Les moyens de transport modernes, c'est quoi? C'est la trottinette et le covoiturage. Et à la place des villes sous-marines, à la place des astronefs, on a l'atmosphère très polluée et des océans de plastique dans la mer. Donc, évidemment, ça vise à reconsidérer complètement l'innovation. Mais aujourd'hui, tout le monde sait bien que c'est très difficile de distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire les vraies innovations et les fausses bonnes idées. On sait qu'il y a plein de fausses bonnes idées. Aujourd'hui, il y a plein de débats. On pensait que la voiture hybride, c'était la solution. On se rend compte qu'avec toute l'électronique embarquée, avec toute la recherche et développement, que si on regarde le coût environnemental global, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Pareil pour les automobiles électriques. On voit des innovations low-tech. Moi, j'ai visité des Fab Labs où on réinvente des gadgets, de pif gadgets, où on fait de l'électricité avec des pommes de terre en pensant que c'est très innovant. Voilà, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors on ne va pas toutes les résoudre aujourd'hui, mais on va essayer quand même de commencer à prendre des exemples, à parler de cas concrets et essayer de voir s'il y a des principes qui se dégagent de tout ça. Donc, je passe la parole à Xavier qui est professeur à Kedge et qui va nous faire un tableau, disons, général avant qu'on regarde les cas concrets. Bonjour à tous, merci Alexandre pour ce mot d'introduction et puis merci de m'avoir invité. Alors quand on lit le thème de la session, quelles innovations au service des transitions, on peut s'interroger sur le lien entre ces deux concepts. Alors j'ai regardé dans le Larousse et j'ai constaté qu'une transition, c'était le passage graduel d'un état à un autre état intermédiaire par essence avant une autre possible transition. Alors évidemment, et je pense qu'il y aura beaucoup de témoignages aujourd'hui, on pense naturellement à la transition écologique. Transition et innovation sont évidemment liées, je dirais même de manière dialectique, pour utiliser un gros mot. Les transitions ne sont possibles qu'à la condition que des innovations émergent, et les innovations émergent que parce que les conditions d'une transition sont réunies.
On peut penser évidemment aux différentes révolutions industrielles, on peut penser à la révolution numérique qui a tant disrupté certains secteurs, la distribution, la banque, les achats par exemple. Alors pardon, juste un petit... La règle du jeu de cette table ronde, c'est que chacun a 3 minutes, quitte à ce qu'après, il y a des questions, des réactions, mais on se fixe au départ sur un format de 3 minutes. Vas-y, pardon, excuse-moi Xavier. Mais normalement, je tiens en 2 minutes 56, hein, j'ai chronométré. Alors oui, collectivement, on peut se donner comme ambition de mettre en place les conditions nécessaires pour que de véritables innovations puissent émerger. Pour que ça puisse se réaliser, il ne faut pas passer à côté de 2 révolutions essentielles. La première révolution, c'est de révolutionner la valeur. On ne retient que la valeur d'usage, généralement, qui est celle du client, qui crée de la valeur économique. Mais est-ce qu'on se pose la question de la véritable valeur ? La véritable valeur, c'est celle qui émerge des individus qui innovent ou qui permet la concrétisation de ces innovations. Donc pour moi, le capital humain est donc la valeur essentielle à cultiver dans nos entreprises, dans vos entreprises. Se poser cette question, c'est évidemment oser se poser la question de la répartition de la valeur. Voici la première évolution, mettre le capital humain au centre afin d'avoir des organisations capables d'innover, et je suis sûr qu'on aura des témoignages très puissants là-dessus. Cela entraîne par conséquent une deuxième révolution essentielle qu'il ne faut pas négliger. La deuxième révolution, c'est qu'on ne peut être innovant à l'intérieur des organisations qu'à condition d'innover également en termes de management. Comment peut-on décemment croire que l'on peut innover dans une entreprise où le management reste bloqué au siècle passé ? Alors oui, un autre management est possible et même souhaitable, et pour paraphraser Yannick Roudot, que certains connaissent peut-être, un alter-management. Alors je forme un vœu devant vous. Pour être innovant, ne faisons pas une transition, mais une révolution dans nos entreprises et innovons aussi en termes de management. Merci beaucoup Xavier. Alors tout de suite, on enchaîne avec un cas concret, Enercop. Donc Enercop, certains d'entre vous connaissent. Pour ma part, j'ai changé, j'étais chez EDF, je suis allé chez Enercop. Alors c'est assez simple, hein, c'est même très simple. Il y a un seul truc, c'est qu'il vous pose une question incompréhensible technique sur votre compteur électrique. Est-ce que c'est 14-12 milliampères en triphasé? Bon, on ne comprend rien, mais ce n'est pas grave, il ne faut pas le remplir. Sinon, c'est très simple et c'est quasiment pas plus cher, c'est-à-dire qu'il paraît que Enercop, la différence, c'est un cappuccino par mois. Un cappuccino à Paris, dans un endroit chic. C'est 5 €. Hein. Cela dit, on était hier au Café Royal à Bordeaux, c'est les prix de Paris. Hein, donc, voilà, donc c'est quasiment pas plus cher, c'est pas très compliqué et c'est de l'énergie renouvelable. Mais Johan va nous raconter tout ça beaucoup mieux que moi en 3 minutes. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Johan Didier, je suis le directeur de la coopérative Enercop Aquitaine et comme vous voyez sur mon chevalet, je suis en remplacement d'Emmanuel Soulias qui était normalement l'intervenant, mais vous allez comprendre un peu aussi pourquoi. Je vais vous présenter Enercop sous 2 aspects, l'aspect un peu technique et l'aspect un peu du rêve. L'aspect un peu technique, c'est que c'est un fournisseur d'électricité qui contractualise directement avec des producteurs d'énergie renouvelable indépendants et qui propose derrière une offre 100% renouvelable à ses clients. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus. Je vais plutôt m'appesantir un peu sur la partie rêve. La partie rêve, elle repose au moins sur 2 aspects. Un aspect de gouvernance et de statut. On a fait le choix du statut de la société coopérative d'intérêt collectif. Aujourd'hui, on a un réseau de 10 SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est le seul statut commercial de droit privé qui permet de faire côtoyer du public et du privé. Et donc, on a fait ce choix parce qu'on estime que le citoyen a une part prédominante à avoir dans la transition énergétique. Tant dans je suis désolé du terme technique, mais je peux pas, la gouvernance des projets de production que dans le financement de ces mêmes projets. En fait, je reviendrai peut-être là-dessus. Deuxième volet, je check l'heure juste pour tenir dans les 3 minutes, pardon. La gouvernance, vous voulez dire, parce que je vous dis ça parce que c'est un terme que personne ne comprend et qui n'est pas dans le dictionnaire.
Donc gouvernance, c'est la façon de gérer quelque chose. Hein, c'est la Tout à façon fait. de diriger, de gérer, de manager. Mais c'est comment on organise en fait, Voilà, comment on l'organisation. organise ensemble le fonctionnement d'une structure ou D'accord. d'un organisme. Ok. Voilà. Et donc, on sort d'un monopole historique de 50 ans, et donc on pense que justement les citoyens ont complètement été spoliés de cette capacité à faire sur les territoires, dans la mesure où en plus les énergies renouvelables sont essentiellement rurales, il y a une vraie capacité aujourd'hui sur les territoires à faire. Il faut reprendre cette capacité à faire et il faut faire prendre conscience et confiance aux citoyens que cette capacité à faire, elle est partout. Donc ça, c'est le volet structure, donc société coopérative d'intérêt collectif. Gros intérêt, c'est les aspects statutaires, un homme, une voix, comme toute coopérative. Les bénéfices qui sont en grande majorité réinjectés dans l'objet de la coopérative, donc qui ne sont pas redistribués classiquement. Voilà pour l'aspect gouvernance. De la coopérative, il y a des collèges qui sont représentatifs de l'ensemble des parties prenantes de la thématique qui nous intéresse, à savoir les salariés, les consommateurs, les producteurs, les collectivités locales, etc. etc. D'accord. Pour être bien clair, on rappelle qu'à partir du moment où on se fait fournir d'électricité par Enercop, c'est que de l'énergie garantie renouvelable. Et l'énergie renouvelable, c'est le solaire, l'éolien. Parce que je dis ça, parce que tout le monde a l'air de dire que c'est évident, mais c'est pas si évident que ça. L'éolien, la biomasse, l'hydraulique. Donc voilà. Donc, Ces 4 sources-là aujourd'hui, effectivement. d'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans les aspects justement purement techniques, parce que là, il y en a pour 3 heures, mais on a un contexte réglementaire qui est compliqué. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a à peu près 120 producteurs directement en contrat avec nous, qui alimentent et qui fournissent, par exemple, sur 2016, à peu près 180 gigawattheures pour nos 40 000 clients. Des gens qui ont des panneaux solaires chez eux ou dans leur entreprise et qui voulaient... C'est très minime. C'est très minime, justement, par la contrainte réglementaire. C'est essentiellement de l'hydroélectricité aujourd'hui. C'est essentiellement de En l'hydroélectricité, volume. donc c'est des petits barrages. Ouais, c'est des centrales au fil de l'eau. Il n'y a pas justement des D'accord. grands barrages qu'on peut voir dans les Alpes ou les Pyrénées, quoi. Ok. Le deuxième rêve que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est justement sur les aspects de gouvernance interne et comment on manage autrement, justement. Et ça nous paraît essentiel. Et il n'y a pas eu de transition parce que j'arrive vraiment au pied levé. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de diapo, il n'y a rien du tout. Mais du coup, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel. À savoir qu'on a fait le choix dans le réseau Enercop, donc on est 10 coopératives, comme je vous dis, mais d'avoir un fonctionnement très transversal. Et aujourd'hui, on est tous en train de se former à la pratique des outils de sociocratie, à la mise en place d'une gouvernance interne basée Sociocratie. sur l'holacratie. Holacratie. Donc sociocratie, c'est des outils de prise de décision, on va dire, pour faire très court, qui sont très efficaces, qui sont très cadrés, mais qui permet en fait la participation de tous, et qui sont basés sur 4 piliers: le consentement. Je les ai pas comme ça très rapidement, désolé, mais Alors donc ça vient de kratos en grec, qui veut dire le pouvoir. Hola, c'est le pouvoir de tout, de l'ensemble. Socio, alors c'est un peu un néologisme. en fait, il y a sociocratie société. et à côté l'holacratie, voilà, qui est un terme déposé, bon, voilà, mais Voilà. qui est en Au tous Parlement les cas, des entrepreneurs d'avenir, on a en avant-première les nouveaux termes de jargon qu'on va entendre. souvent. exactement, et qui se base un peu sur un fonctionnement basé sur l'implication de tous. C'est en lien. Vous avez entendu peut-être parler des entreprises libérées, mais ça peut être assez en lien. C'est pas directement la même chose, mais voilà, c'est C'est basé sur l'autogestion. ça. Non, c'est pas de l'autogestion. C'est justement cadré. C'est très opérationnel et c'est très efficace. Voilà, pour D'accord. faire très court. Et donc aujourd'hui, ces notions-là aujourd'hui imprègnent l'ensemble des 10 coopératives. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 salariés dans le réseau. Et donc, on est en train de mettre en place tout ce mode de fonctionnement interne pour, comment dire ça, justement s'imprégner, je ne trouve pas le terme, désolé, s'imprégner de cette transition, mais qui doit être plus que énergétique et écologique, qui doit être une transition sociétale. Voilà. Alors Enercop, donc c'est une transition à la fois environnementale, sociétale, sociale, économique. C'est tout ça à la fois, et ça marche parce que alors on avait fait le calcul concernant Enercop. Est-ce que si EDF est un éléphant, quelle est la taille en termes de chiffre d'affaires? Quelle est la taille d'Enercop?
Alors on se dit, oh, bah, c'est quoi? C'est un moustique? C'est peut-être une souris? Eh ben c'est un renard. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En plus, c'est osé. Voilà, un Ok, renard, ok. C'est malin, le renard. bientôt un cheval, un rhinocéros. Bravo, le renard. Bon. Alors, je vais tempérer un peu. On représente à peu près 1 pour 1000 des compteurs. Mais non, c'est pas un rien, renard, mais un voilà, renard par rapport à un éléphant. C'est un pour 35 1000. millions de compteurs en France. Nous, on est voilà, 40 000 clients. Vous voyez un peu le ratio. Donc, il y a encore un peu de chemin. Mais après, on n'a pas l'ambition d'être C'est quasiment monopolistique. Mais, pardon C'est quasiment gagné. Ouais. Très bien, merci. Merci, on passe à Luc. Donc, bonjour Luc. Donc, Base, votre société. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, comment on dit base en arabe? Ça démarre bien. Non, pas du tout. Al-Qaïda. C'est sympa, Alexandre, comme lancement. Ça m'aide. Nickel. Alors, donc évidemment, votre objectif n'est pas du tout de faire la guerre des civilisations, il est de révolutionner l'énergie solaire, et vous allez nous expliquer comment vous faites ça. Et vous avez 4 slides qui vont défiler maintenant. Bien, bonjour à tous. Luc Milberg, donc je suis directeur général de Base, qui, comme Enercop, est une société engagée dans la transition énergétique. Donc nous, en fait, on fait des panneaux solaires thermovoltaïques. Désolé pour le jargon, ça démarre mal aussi. En gros, généralement, un panneau solaire, il reçoit 1000 watts du soleil et il en transforme à peu près 150 watts en électricité. Puis le reste, ça va chauffer les oiseaux. C'est ce qu'on appelle de la chaleur fatale. M'excuse pour le terme. L'idée du fondateur Sébastien Ackermann, en 2009, il a créé une société et pour créer le concept cogénère, qui sont donc des panneaux thermovoltaïques qui vont produire 3 fois plus de chaleur que d'électricité en faisant circuler de l'air sous le panneau. Donc en fait, en faisant circuler de l'air sous le panneau, on va faire 2 choses. D'une part, on va augmenter la production électrique du panneau, parce qu'il y a un truc paradoxal, c'est que s'il ne produit pas plus, c'est parce qu'il chauffe. Donc on va améliorer la production d'environ 10%, et surtout, on va récupérer de l'air qui est dessous, et on va produire 3 fois plus de chaleur que d'électricité. Donc on a un rendement final qui est supérieur à 60%. C'est d'ailleurs un panneau qui a obtenu le prix My Positive Impact de la Fondation Nicolas Hulot. Donc ce panneau thermovoltaïque cogénère, il sert à quoi? Il a en fait 2 grandes applications, étant donné que les slides n'étaient pas connectés, je ne les ai pas, donc je vais faire sans et avec les bras. La première application, ouais, si tu peux aller au suivant, ça va m'aider. Et encore le suivant, parce que ça, je l'ai fait. Voilà, merci. La première application, c'est le séchage des matières. C'est-à-dire que les grandes quantités d'air chaud qu'on va récupérer, on va pouvoir les insuffler sous des matières, par exemple du fourrage agricole. Il y a un vrai business model très profitable aux éleveurs à un moment où ils en ont vraiment besoin. Donc on va à la fois améliorer leur indépendance énergétique, leur indépendance fourragère, ça va leur permettre d'utiliser uniquement du fourrage au lieu de céréales, de soja, de maïs. Donc ça va améliorer ça va contribuer à leur indépendance fourragère. Le cheptel va être en nettement meilleure santé, va produire plus de lait de meilleure qualité. Donc il y a un business model pour les agriculteurs qui va permettre à la fois de générer plus de produits, plus de lait, plus de matières grasses, plus de protéines et de réduire pas mal de charges. On a d'autres applications dans le séchage de matière. On vient de faire par exemple un démonstrateur de séchage de biomasse, de bois énergie au BARP, entre Bordeaux et Arcachon, juste à côté du laser mégajoule, pour ceux qui passent là-bas dans le coin, qui a une capacité de séchage de 5000 tonnes de biomasse. On rentre 7000 tonnes de biomasse, enfin de plaquettes forestières humides, on évacue 2000 tonnes d'eau et on va générer 5000 tonnes de plaquettes forestières, donc fournir un combustible de très bonne qualité pour des chaudières de petite taille, et ça va permettre également de réduire les émissions de particules fines, parce qu'il y a un vrai problème de santé publique. Donc, séchage de fourrage, séchage de biomasse, on peut aussi sécher des fruits et légumes. On a beaucoup de problématiques sur des séchages de Brésil, d'ananas ou de mango au Brésil. Séchage de boue également, c'est des projets sur lesquels on travaille. Voilà, donc beaucoup d'applications dans le séchage des matières. Et puis, deuxième application, l'efficacité énergétique des bâtiments, puisque Cogénère va permettre à la fois de produire de l'électricité qui pourra être soit autoconsommée, soit revendue au réseau.
Et derrière, on va produire de la chaleur qui pourra être utilisée, insufflée directement dans le bâtiment ou stockée sur un ballon pour pouvoir le restituer le lendemain matin. Là, l'image qu'on voit, c'est un bâtiment à Pessac qui s'appelle Elnat, qui permet de... C'est un bâtiment à énergie positive d'environ 2000 m². Comme c'est un bâtiment à énergie positive, dans la journée, il n'a pas besoin d'être chauffé. La chaleur qu'on dégage, les ordinateurs, les corps suffit à chauffer le bâtiment. Par contre, le matin, quand on arrive, il fait froid, il y a un besoin de chaleur. La chaleur solaire de la veille est stockée dans un ballon de 4000 litres et est utilisée pour chauffer le bâtiment et le monter en température le matin. On va aussi produire de l'eau chaude sanitaire, on va pouvoir faire du préchauffage de renouvellement d'air. Donc il y a beaucoup d'applications dans l'efficacité énergétique des bâtiments. On travaille beaucoup, on en reparlera sans doute plus tard, avec les territoires à énergie positive pour rénover des commissariats, des mairies, des écoles, des médiathèques. Et on est de plus en plus sur des programmes de gros bâtiments tertiaires. Il y a beaucoup de promoteurs qui s'intéressent à cette technologie puisqu'elle s'inscrit complètement dans la RT 2020, ça va être encore un jargon, la réglementation thermique pour viser à des bâtiments qui tendent à des bâtiments à énergie positive. 3 minutes 12. Non, alors c'est très intéressant parce que... Donc c'est très intéressant parce que normalement l'énergie solaire c'est soit thermique, la chaleur, soit photovoltaïque, la lumière, et là c'est les deux. Donc il y a les deux en même temps. Donc c'est une technologie très très intéressante. Très bien, merci beaucoup Luc. On va enchaîner avec Léa. Léa qui va nous parler de Helloasso. Helloasso, le site de collecte pensé pour les associations. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai lancé Helloasso, j'ai cofondé Helloasso en 2010 avec pour objectif d'accompagner les associations dans leur transition numérique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a en France 1 300 000 associations. On est un peu le champion européen du secteur associatif. Et pour beaucoup de ces associations, c'est des structures bénévoles qui n'ont pas forcément les ressources humaines ou financières pour se doter d'outils numériques efficaces pour développer leurs projets. Donc c'est la mission qu'on s'est fixée avec Helloasso et depuis maintenant un peu plus de 5 ans, on développe cette plateforme qu'on souhaite vraiment être une boîte à outils au service des associations. Donc ces outils, quels sont-ils? Si on peut passer à la slide suivante, pardon. On a commencé sur la collecte de dons, qui était le besoin qui était le plus souvent exprimé, et donc on va permettre aux associations et de collecter des dons tout au long de l'année, mais également de mener des campagnes de financement participatif, donc de pouvoir mobiliser sur un temps très court, à l'occasion d'une campagne de communication, leur communauté pour financer leurs projets. Et petit à petit, les associations avec lesquelles on travaille nous ont dit non mais nous c'est pas tout, on a aussi du mal à gérer les adhésions de nos membres, on a du mal à récupérer les chèques, on a du mal à avoir tous les bulletins d'adhésion, on organise beaucoup d'événements, on voudrait des billetteries en ligne, on veut mobiliser des collecteurs, etc. etc. Donc cette boîte à outils aujourd'hui, elle dispose de ces 5 outils que je viens de vous citer. On a vocation à continuer à l'étendre. Il y a des associations qui nous disent qu'elles veulent vendre des produits et services, elles ont besoin de sites de e-commerce, qu'elles veulent organiser des tombolas. Donc notre objectif, c'est de continuer à appuyer ces acteurs et à développer avec elles des outils au fur et à mesure de leurs besoins. Alors pardon, crowdfunding, je l'ai on pas va dit, chercher... j'ai fait très attention, j'ai dit financement participatif. Oui, on va chercher de l'argent dans la foule. Voilà, donc littéralement c'est ça. Crowdfunding en anglais, c'est le financement par la foule. Et on voit que notamment avec les réseaux sociaux, ce qui a changé aujourd'hui dans le domaine de la solidarité, c'est la capacité qu'on a de mobiliser ses proches. C'est vrai que dans la solidarité, je dirais plus traditionnelle, on envoie un chèque par la poste à une association. Il y a peu de chances qu'on le prenne en photo et qu'on le partage avec ses amis en disant « toi aussi, soutiens ce projet ». Et c'est ce que vont permettre les plateformes de financement participatif comme la nôtre, c'est de dire qu'un donateur va pouvoir mobiliser ses amis à s'engager à ses côtés au profit d'une association. Et il y a une étude qui montre qu'un don sur 3 est fait parce qu'un ami nous l'a demandé. Donc on voit qu'il y a vraiment un pouvoir de recommandation qui est très fort quand on parle de solidarité. Et on est passé donc d'une solidarité assez intime à quelque chose qui est aujourd'hui un engagement qui est beaucoup plus public, qu'on va pouvoir revendiquer sur les réseaux sociaux notamment. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Après, on a la particularité de comment on le fait. Je pense que la première particularité, c'est notre modèle économique. On est la seule plateforme entièrement gratuite et on ne prend pas de commission sur tous les paiements qu'on va encaisser sur le site. Donc souvent, quand je dis ça, là, on me dit « mais comment vous faites pour vivre ?» C'est toujours un petit peu énigmatique et on a choisi de se rémunérer avec un modèle alternatif qui nous a été inspiré des États-Unis, qui est celui du pourboire. Donc concrètement, quand je vais soutenir un projet sur Helloasso, je vais donner 20 € à une association.
on va me dire votre don est reversé à 100% à l'association, est-ce que vous souhaitez laisser un pourboire en plus pour faire vivre le site? Donc généralement la question qui suit c'est mais est-ce que ça marche? Nous on a été très agréablement surpris, on a aujourd'hui 60% des contributeurs qui vont effectivement laisser un pourboire en plus. Donc ce qu'ils apprécient c'est la transparence du modèle et c'est de ne pas être pris en otage et quelque part de pouvoir librement rétribuer le service selon la valeur qu'ils perçoivent. Après on a une autre spécificité qui rejoint ce que disait mon collègue d'Enercop, c'est qu'on a mis en place nous, depuis 1 an aussi le modèle de l'holacratie en interne. Donc pour distribuer le pouvoir, moi j'aime bien le synthétiser en disant c'est pas une personne qui gouverne, c'est l'organisation qui gouverne. Donc nous, tous les collaborateurs de l'entreprise ont signé une constitution quand ils sont entrés chez l'OASO et ils adhèrent à certains... Une constitution qu'on a fait signer. Donc quand on dit que c'est pas une personne qui gouverne, mais c'est l'organisation, ça nécessite de beaucoup documenter. C'est pour ça que le process est assez lourd à mettre en place. Mais par contre, après, ça permet à chacun d'être complètement autonome dans l'exercice de ses missions et dans le cadre de la raison d'être de l'organisation plus globalement. Voilà, et pour terminer, quelques chiffres sur notre activité. Donc, je vous disais, on s'est créé en 2010 et on connaît une très forte accélération depuis maintenant 2 ans. On a collecté un peu plus de 30 millions d'euros sur la plateforme. Aujourd'hui, on accompagne 22 000 associations et sachant que chaque mois, maintenant, c'est à peu près 3 millions d'euros collectés et 2 000 nouvelles associations qui nous rejoignent. Bravo. Voilà. Thierry Wateco. Bonjour à tous. Alors moi, je vais être plus dans le factuel, ce qui plaît en général au président qui est parti. Donc nous sommes des industriels installés dans les Landes et on a une démarche développement durable dans le sens où on a appliqué depuis la création en 2009 une démarche globale économie, écologie, progrès social. Donc le bâtiment que vous avez en photo, c'est notre bâtiment. On est bâtiment industriel, biosourcé, positif. Et en fait, toute la démarche consiste à produire en matériaux isolants, puisqu'on est directement impliqué dans la transition énergétique. Donc, on produit de la ouate de cellulose à travers tout un ensemble de partenariats que l'on a aujourd'hui, entre autres avec des associations, avec des communautés comme Emmaüs. On a aujourd'hui plus de 200 partenariats. Ces partenariats nous ont apporté en fait toute une action sociale sur laquelle on crée essentiellement. Alors, on a une action qui est vraiment territoriale, ça c'est assez important. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'entreprise, je n'ai pas pensé à vous dire, mais c'est une PME, nous sommes une SARL familiale. Et effectivement, la plupart également des salariés, c'est une petite entreprise de moins de 10 personnes, sont actionnaires également dans notre entreprise. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de travailler localement, régionalement. Donc toutes les matières qu'on collecte, il y a un cahier des charges spécifique, sont collectées de façon maximum à 150 km autour de chez nous. Donc pour simplifier, je ne sais pas, il y a peut-être une photo sur le slide d'après, si la photo existe, parce que j'ai envoyé un PowerPoint qui était très lourd, donc il y a des choses qui se sont envolées. Non, perdu. Donc en fait, on utilise, pour simplifier, c'est pas grave, donc on va utiliser des matières pour que vous puissiez comprendre qui correspondent aux journaux. En fait, on va utiliser et recycler des matières végétales qui sont fabriquées à la base de bois, et en transformant ces matières à travers un outil qui consomme de l'énergie de type de ce que peut fournir Johan chez Enercop. D'ailleurs, on est en discussion pour basculer chez Enercop, pour tout vous dire. On va transformer un produit pour obtenir un isolant qui va être un isolant... Alors, donc, c'est des journaux collectés, principalement. Alors, pas que des journaux également. On a oui, essentiellement. Mais on a, par exemple, un partenariat également avec Gascogne. On collecte une partie de leur craft. D'accord, papier craft. Voilà, on est vraiment sur la démarche de transformer un produit végétal qui potentiellement est un déchet propre, qui a des caractéristiques de fibres spécifiques. On ne prend pas n'importe quoi et n'importe comment, parce que vous avez des papiers avec des charges minérales, par exemple, en termes de performance, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je rentre pas dans toute l'explication du processus. Je vous donne juste une image. Ce matériau, c'est très très innovant. C'était créé en 1930 aux États-Unis. Il y a 68 usines aux États-Unis et c'est 25% du marché. Et nous, on a découvert ça il y a 7-8 ans, on va dire, dans le sud de l'Europe. Donc, on collecte ces matières végétales, on les transforme chez nous dans l'usine, dans les Landes, et on les commercialise ensuite à travers des négoces de matériaux. Également dans ce qu'on appelle un circuit court, puisqu'on ne livre pas plus de 300 ou 350 km pour des questions d'impact carbone. Donc on se limite également dans toute notre action. Et peut-être que l'architecte de tout à l'heure est encore présent dans la salle, mais on a un produit économique.
Donc la vision aussi de l'écologie, c'est très cher. Nous, on essaie de faire l'antithèse de cette... On peut avoir un ordre d'idée, je ne sais pas, par rapport oui, à, ça vaut à le du prix de la laine de polystyrène, verre. par rapport à... Si vous appelez un artisan pour poser chez vous un mètre carré isolé dans un comble avec, je vais schématiser 30 cm pour que vous compreniez, il va facturer ça entre 20 et 25 euros du mètre carré en fonction du chantier qu'il va faire, fourni, posé avec toutes les garanties derrière. Pour aller jusqu'au bout du bout également, on a un centre de formation, puisque nous, on a vraiment mis en place tout le projet, toute l'organisation pour démarrer dès la construction du bâtiment, pour être le plus pertinent, avoir le plus de bon sens possible, et également associer tout un système de formation. Donc on est centre de formation pour les artisans agréés, on a formé plus de 220 artisans à ce jour, et on est également centre de formation FIBAT pour former ce qu'on appelle les éco-artisans. D'accord, mais alors votre zone où on peut faire appel, la zone où on peut faire appel à vous, pardon, elle s'arrête où? Ça va de où à où? Alors on va dire qu'aujourd'hui, si on schématise, ça sera Nouvelle-Aquitaine. On a pu trouver des partenariats. La région. Voilà, la région. Mais une fois de plus, alors c'est plutôt aujourd'hui, on a la capacité de livrer sur un rayon d'action de 500 km. Non pas qu'on ne peut pas aller au-delà, mais étant donné qu'on vend un matériau qui est vraiment très peu cher, quand on charge un c'est pas rentable pour vous. Non, c'est juste pour schématiser, vous avez 11 tonnes dans un camion quand il est plein, et le camion peut porter 25 tonnes, donc vous transportez 14 tonnes d'air. Donc par définition, il ne faut pas aller loin. Donc on limite aujourd'hui maximum à 500 km, parce qu'on a pu optimiser le transport avec des partenaires régionaux, locaux, etc. Voilà. Et donc la photo que vous avez, on a un projet de faire, c'est un projet qui s'appelle Zéro Carbone Concept. On a un projet de faire un développement dans peut-être les 12 à 24 mois en fonction de la capacité que les banques auront à répondre sur le projet. Donc on a déjà fait tout un travail de R&D avec 320 000 euros d'investissement, puisque aujourd'hui le matériau que l'on fait, c'est un matériau en vrac. Et on est en train de travailler sur une usine pour fabriquer des panneaux et des rouleaux, et avec une démarche également entre guillemets circulaire, puisque l'objectif c'est avec une seule usine de fabriquer avec des produits, avec des matières de la Nouvelle-Aquitaine, donc une gamme de produits avec une seule usine. C'est-à-dire on va apporter, il n'y a pas d'outil de transformation qui existe aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine pour faire ce type de panneaux isolants. Donc on propose d'avoir une solution qui va mutualiser des transformations en ayant plusieurs collectes sur la zone qui nous intéresse, en l'occurrence la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Merci Thierry. Alors, on enchaîne avec Betty qui va nous faire un pitch, ce qu'on appelle dans le jargon du Parlement des entrepreneurs d'avenir un pitch. On vous écoute Betty. Vous voyez, on essaye de faire vraiment un rythme enlevé. Parce que... Déjà, c'est 3 minutes, vous m'avez demandé, il ne faut pas me couper par contre. D'accord. Parce que Xavier, vous l'avez. Parce que déjà 3 minutes, j'arrive pas. Sauf que si je ne comprends pas, je coupe. Comment? Si je ne comprends pas, s'il y a un mot qu'on ne comprend pas. Non, vous ne coupez pas juste. Et je suis ravie d'avoir... J'ai des notes. Je suis ravie d'avoir une présidente qui siège au conseil régional. Déjà, et j'aimerais bien avoir l'adresse où vous facturez où vous fabriquez vos compteurs. Voilà, vous allez comprendre après. Alors, le pitch, ça tient pas 3 minutes, j'ai dit. Bon, donc j'ai toujours eu une forte sensibilité pour le développement durable dans toutes les boîtes que j'ai créées. La première, Gestamatic, sa mission c'est de rendre des produits électroniques plus durables. Comment? En proposant des bancs de test et du conseil, de manière à ce qu'ils soient performants dans la durée et qu'ils soient maintenables. Donc, de façon à étendre le cycle de vie du produit, donc en développement durable, l'inverse de l'obsolescence programmée. Ma deuxième société que j'ai créée s'appelle Rubin, Run Innovation. Sa mission, c'est d'aider les entrepreneurs à voir plus grand. Et bon, pour bien comprendre ma position par rapport au sujet, donc au débat actuel sur quelles innovations au service des transitions,
Donc j'entends bien qu'il y ait ici des idées qui vont permettre de changer la société de manière collective et progressive. Mais il faut quand même qu'on se rende compte ensemble que dans certains secteurs où vous avez de gros acteurs, comme notamment l'industrie automobile, c'est impossible de procéder de la sorte et on doit s'attaquer de façon à provoquer de la rupture et que cette rupture soit globale et rapide. Par exemple, dans l'électrique, dans le débat précédent a été citée la marque MIA, d'ailleurs c'est ex-Eliez pour ceux qui ne connaissent pas. Dans l'électrique, donc la société MIA avait pour ambition simplement, enfin c'est déjà très bien, de conserver un site de production, de maintenir les emplois et de conserver ce site de production, et plus un objectif de diversification. Et ils ont proposé donc des véhicules électriques qui n'avaient pas une performance exceptionnelle, qui n'avaient pas assez d'autonomie et qui avaient un design différent, mais plutôt en look utilitaire, donc qui ne faisait pas rêver. 4 ans après, ils ont mis la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, pour transformer la société et donc voir plus grand, dans ce même secteur de l'automobile, il fallait un entrepreneur complètement fou, Elon Musk, pour afficher ses ambitions. Elon Musk, c'est un actionnaire de première heure de Tesla en 2004 et qui a repris entièrement la société en 2008. Et quand il l'a reprise, il a clairement affiché, il a dit « Je veux changer l'industrie automobile mondiale et la convertir au tout électrique ». Ayant clairement affiché ses ambitions, il y a énormément d'investisseurs publics et privés qui l'ont suivi. Et il a proposé, non pas, on a parlé d'hybride tout à l'heure, parce qu'il n'a pas proposé l'hybride, parce que ça ne sert à rien, c'est trop lent, il faut une progression qui n'est pas assez rapide. Donc il a dit tout électrique et il a ciblé une niche de luxe et il a commencé par le Roadster. Donc le Roadster, c'est 2500 exemplaires qui ont été vendus, fabriqués et vendus, c'est aux alentours de $100 000. Et ensuite, ça restait un succès, mais dans une niche, effectivement. Il a proposé la Tesla S, qui est une berline. Là, cette fois-ci, 21 000 exemplaires, qui a aussi eu un beau succès. Et ça l'a conduit à proposer un troisième modèle, plus en mass prod, qui est la T3. Et là, un niveau de prix à $35 000. Et par rapport à son ambition affichée et ses succès cumulés, les gens l'ont suivi, c'est-à-dire qu'il y a eu 180 000 personnes qui ont payé $1 000 pour pré-réserver cette voiture. Donc il a fait ça en mars 2016 pour une voiture qui sera commercialisée que fin 2017. Donc je vous laisse calculer la petite trésorerie qu'il a eue, 180 000 personnes, $1 000. Donc en termes de prévente, c'est plutôt pas mal. Donc l'idée, c'est de prendre conscience collectivement qu'indépendamment de son succès au sein de Tesla, il a permis de changer l'industrie automobile. Aujourd'hui, les Renault, les Volkswagen basent leur stratégie sur Tesla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, ces constructeurs-là ont dit que plus de 20% des ventes, ce seront des véhicules tout électriques. Je suis bien dans le tout électrique. Donc on peut dire que Elon Musk a réussi en générant de la confiance, une ambition affichée. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les entrepreneurs donc au sein de ma société Rubin, c'est de les booster, qu'ils passent de l'ambition à l'action pour qu'ils voient plus grand et que ce soit des entrepreneurs inspirants. Super. Merci Betty. Alors, on passe aux interventions de la salle. Il y a 3 personnes de la salle, on a parlé un peu avant, qui vont faire une petite intervention d'1 minute. Il y a Pierre-Yves qui est ici, qui a le RSE.net, que vous connaissez peut-être, qui est le média de la RSE, et qui va nous parler, alors vous vouliez parler, Pierre-Yves, de l'attente des citoyens consommateurs à l'égard des entreprises. Et là, il y a peut-être des surprises et ça correspond peut-être pas à ce que croient les entreprises. Merci Alexandre. Donc je m'appelle Pierre-Yves Sanchis. J'ai monté une entreprise qui s'appelle Comine et Comine édite un site internet qui s'appelle e-rse.net.
En fait, la raison pour laquelle j'ai monté IRSE il y a quelques années maintenant, c'est sur un constat assez simple en tant que moi, citoyen et consommateur de la génération Y, c'est que je me demandais en tant que personne ce que faisaient les entreprises en matière de développement durable, dans mes choix de consommation de manière très concrète. Donc, en tant qu'utilisateur assez intense du digital, je tapais sur Google et sur différents types de réseaux sociaux certains mots-clés qui m'amenaient à savoir si oui ou non les entreprises étaient engagées en matière de développement durable. Et en fait, le constat que j'en ai fait, c'est que les entreprises prenaient très peu la parole sur ce qu'elles faisaient en matière de développement durable, alors que moi, en tant que consommateur, je souhaitais savoir ce qu'elles faisaient et la manière dont elles s'engageaient sur le plan social, environnemental, sociétal. C'est vraiment ça qui m'a amené à monter mon entreprise et sur un constat justement qui était que le digital est un enjeu pour les entreprises parce que les nouveaux consommateurs utilisent le digital d'une manière assez forte et il y a une nouvelle typologie de consommateurs qui se demandent aussi ce que font les entreprises en matière de développement durable. Donc IRSE, en fait, c'est une plateforme web qui permet à la fois aux entreprises d'expliquer ce qu'elles font en matière de développement durable, donc autant sur le plan social que sur le plan environnemental, à des gens qui sont sensibilisés à ces problématiques-là. Et en fait, pour répondre à la question qui est posée de la transition des entreprises, nous, on a à peu près maintenant, on a quasiment 100 000 personnes qui passent sur le site par mois. Donc on commence à avoir des tendances fortes sur l'usage des personnes et sur les différents sujets qui sont consultés sur notre site internet, couplés à ça avec des études. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la transition des entreprises va passer par ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, notamment pour les plus jeunes générations. Aujourd'hui, on a 60% de notre audience qui est composée de personnes qui ont moins de 35 ans. Mais alors, qu'est-ce qu'ils demandent? Parce que dans la RSE, c'est très large. Voilà, la RSE, c'est très large. Et en fait, de manière assez concrète, ce qu'on voit, c'est une envie d'engagement des entreprises, que les entreprises soient engagées pour les humains au sein des entreprises et soient engagées pour les humains au sein de leurs produits, de leurs services. Je m'explique, parce que ce n'est pas encore très clair sur la partie vraiment humaine. Là, très dernièrement, au niveau des attentes des salariés au sein des entreprises, parce que finalement, la transition se passe aussi par l'interne et au sein des entreprises. Là, on vient de faire une étude dernièrement en partenariat avec Generali. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les attentes des salariés sont très concrètement sur le besoin de reconnaissance au sein des entreprises. Donc le besoin de reconnaissance hiérarchique et tout ça, on en a parlé. Ça, c'est les salariés. Ça, c'est les salariés. Et après, je vais venir à la partie vraiment plus consommateur. Mais dans tous les cas, la transition se fait autant côté salarié que côté consommateur. Donc c'est vraiment un besoin de reconnaissance et de considération au sein des entreprises. Et aussi un besoin des entreprises d'évolution pour aller vers plus d'une amélioration de leurs conditions de travail. Donc amélioration des conditions de travail, ça veut dire quoi? En fait, ce qu'ils attendent de plus en plus, c'est des installations d'espaces de détente ou que leurs employeurs encouragent la pratique du sport. Donc ça, c'est vraiment sur les évolutions et les tendances au niveau des salariés. Après, au niveau des citoyens et des consommateurs, ce qu'on voit, c'est le besoin qui est manifesté, c'est des entreprises qui soient beaucoup plus engagées sur le plan humain. Donc ça passe autant par un aspect consommation locale et des entreprises qui sont beaucoup plus ancrées de manière territoriale. Donc là, en fait, une des problématiques et une des rubriques qui remonte le plus sur le site internet, c'est tout ce qui est relatif à l'engagement et au développement économique et social au niveau local. C'est-à-dire que l'ISO 26000, on ne sait pas trop ce que c'est, personne ne sait ce que c'est très complet, c'est donc un peu flou pour les gens. Ouais. Par contre, le Made in France, c'est très concret, ça les intéresse? Tout ce qui va parler aux consommateurs en tant que tel, et qui pourra être raccroché avec un engagement, entre guillemets, RSE, même si c'est un mot barbare, va
clairement être au cœur des attentes des consommateurs. Et là, une autre tendance, c'est vraiment de pouvoir accrocher une des préoccupations majeures des consommateurs actuels, qui est la santé, de pouvoir raccrocher la thématique de la santé à des thématiques qui pourraient être au cœur de la stratégie des entreprises. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez dire le site internet? Oui, c'est Parce que, e-rse.net. Parce que j'ai du mal à trouver. Ok. Bah, merci beaucoup, Pierre-Yves. On continue avec Anaïs. Donc Anaïs qui est dans le monde associatif, qui est proche, qui fait des choses qui sont proches de la philosophie Colibri et dont la démarche, mais elle va mieux expliquer que moi, c'est de transposer des choses de la vie privée à la vie professionnelle et au monde de l'entreprise. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Bouzon. Donc, je suis là pour vous parler de la partie de ma vie qui concerne le bénévolat, donc chez Colibri. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement Colibri, c'est un mouvement qui a été créé en 2007 par Pierre Rabhi et Cyril Dion dans le but d'aller vers une société plus écologique et plus humaine. Donc, nous sommes un petit groupe de Colibri, il y en a d'ailleurs 2 dans la salle, à travailler sur un projet qui s'appelle Des Colibris dans l'entreprise. Le but de ce projet, c'est que les citoyens dans l'entreprise puissent faire évoluer la vie de leur entreprise. Comment? Donc, nous sommes en train de réfléchir à la construction d'un site internet qui permettra aux citoyens de pouvoir, dans un premier temps, s'inspirer, donc faire connaître la légende du colibri, que vous connaissez tous, bien sûr. Si vous ne la connaissez pas, oui, on l'a entendu un petit peu, oui. Donc, s'inspirer, donc faire connaître la légende au sein de leur entreprise. Ensuite, se relier, c'est-à-dire que voilà, il y a un colibri dans mon entreprise, je ne le connais pas, donc essayer de se connecter les uns aux autres, que ce soit au sein d'une entreprise ou aussi entre entreprises, que les citoyens d'une entreprise rencontrent d'autres citoyens. Donc vraiment cette notion de connexion. Et le dernier axe concerne le soutien, donc se soutenir mutuellement, c'est-à-dire se soutenir pour monter des projets en entreprise, pour faire encore évoluer la vie dans son entreprise. Donc ce projet va être testé en 2017 dans notre région Aquitaine. Donc peut-être que parmi vous, il y a déjà des colibris ou de futurs colibris. Donc affaire à suivre en 2017. D'accord. Et où est-ce qu'on peut suivre? Est-ce qu'il y a une adresse de site internet? Alors pour l'instant, le site internet n'est pas construit, mais est-ce qu'il y a un mot-clé? Nous, on communiquera dessus en 2017, donc vous pouvez nous suivre déjà à Bordeaux. On a une page Facebook, un site internet. Qui s'appelle comment? Colibri Bordeaux pour le Facebook et notre site internet Colibri Bordeaux. Vous tapez Colibri Bordeaux dans un moteur de recherche et vous nous trouverez. Voilà. Merci Anaïs. Donc, alors, je vais passer la parole à la salle. Il y a encore une personne qui était dans l'Assemblée, qui n'était pas prévue au départ, mais qui est complètement dans l'innovation très très pointue, puisque Rémi, vous faites des tondeuses d'espaces verts extrêmement performantes qui ont une tonde très précise qui n'arrache pas, et vous avez aussi des systèmes de débroussailleurs technologiquement très avancés. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont ces machines? Ces technologies? Ah oui, c'est ça, c'est des innovations très pointues. C'est des moutons et des chèvres. Voilà, donc nous, en fait, on entretient les espaces verts à l'aide d'animaux. Et on a commencé ça il y a 5 ans. Par une idée simple en fait, et un fournisseur à nous a dit mais c'est pas con ce que vous faites, pourquoi vous le faites pas chez moi? Et en fait on a commencé à développer ça chez des logisticiens dans des entrepôts en fait, les espaces verts des entrepôts, et ensuite on s'est dit on va essayer de pousser le modèle au maximum en allant voir toutes les contraintes qu'on peut avoir. Donc on s'est développé vers les sites pénitentiaires, on est allé sur des sites pétrochimiques, tout ce qui peut être le plus pointu en termes de risque, Céveso, tout ça. Donc ça a bien fonctionné. On travaille pour EDF, on travaille pour GDF, on travaille pour la SNCF, voilà, ce genre de clients. Mais quand il y a du risque, quand il y a une très grande exigence, les moutons et les chèvres conviennent mieux que des messieurs qui viennent avec des grosses tondeuses qui font du bruit, de la fumée. Exactement, donc il y a cet aspect risque par rapport aux conditions de travail, l'aspect
émissions de CO2 aussi, qui est importante. Et en plus, on fait des économies, donc c'est quand même pas négligeable. Ça a été vraiment le premier service. Ensuite, on a développé un autre. Donc innovation low-tech, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé qu'on va réintroduire, et innovation dans les services, dans le service. C'est ça, c'est qu'on en fait une prestation, alors que faire paître un mouton, il n'y a rien de plus logique. C'est plutôt dans la manière dont on l'amène. Ce qu'on fait également, c'est de la zoothérapie. Je me suis renseigné entre-temps, je ne savais même pas que je faisais ça. Zoothérapie, du grec zone, les animaux, thérapeuen, soigner. On travaille pour l'hôpital Necker à Paris. J'ai fait grec en second. Ouais, l'hôpital pour enfants malades à Paris, et avec eux, on installe des animaux pour que les enfants sortent des chambres et retrouvent un peu de vie à l'extérieur de leur chambre. Que ça leur fasse un peu un bol d'air par rapport à tous les soins qu'ils ont toute la journée. Et ça, c'est en fait l'animal c'est un autre support, si on peut dire ça comme ça. C'est pas que. D'accord, c'est une thérapeutique donc de pointe avec des moutons. C'est ça. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Rémi. Xavier. Oui. Alors. Jean-Christophe qui doit parler aussi et qui n'est pas venu là, donc il est là-bas. Je me cache. Alors Jean-Christophe qui est chargé de la RSE à Kedge Business School ou dans le groupe Kedge, et qui va aussi nous expliquer comment est-ce qu'il voit l'innovation, enfin la mise en place de la RSE dans l'enseignement supérieur. Et vous allez voir que c'est une façon assez originale et qui tranche avec d'autres conceptions de la mise en place de la RSE dans l'enseignement supérieur. Merci Alexandre. Si on veut innover, il faut évidemment avoir deux, trois fondements. Il y a quelques années, dans l'enseignement supérieur, on a commencé à se rendre compte qu'on était tout le temps en train de dire qu'on formait des prix Nobel, des capitaines d'industrie et des grands entrepreneurs, et qu'on oubliait systématiquement de dire qu'on avait fabriqué tous les gens qui avaient inventé les subprimes, les déforestations et le travail d'enfants. Et donc évidemment, on n'est pas forcément responsable du comportement de tous nos étudiants, et d'ailleurs, il y a des diplômés autour de cette table, donc c'est génial. Mais potentiellement, on peut avoir une responsabilité. Et par rapport à ça, il y a deux approches qui, pour moi, devraient être complémentaires et qui le sont rarement. Il y a une approche qui a été prise de façon générale, je ne parle pas en France, je parle dans l'enseignement supérieur de façon internationale, une approche qui a été de fabriquer des experts du DD. Et alors, dans le monde des ingénieurs, on voit bien, il y a des gens qui ont besoin de fabriquer des super panneaux solaires, etc. Donc, il y a des compétences particulières. Et puis, ça fait 10 ans qu'on a créé la direction de la RSE à l'école. Et on s'aperçoit, en accompagnement des entreprises, qu'une grosse partie des gens, et certainement des directeurs DD ou RSE ou RH qui s'occupent de la diversité, par exemple, ces gens-là ne passent pas leur temps à résoudre le problème, ils passent leur temps à se battre en interne avec un DAF, avec un directeur marketing, avec un DG ou avec leurs équipes qui, a priori, ne voient aucun lien entre la problématique qui peut être la pauvreté, la discrimination ou la perte de biodiversité avec leur métier. Et pour nous, ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, ce qui a été fait par beaucoup d'universités, et enfin, au sens large, business school aussi, ça a été de faire des programmes spécialisés, d'avoir une approche de niche. Et on va former des directeurs de niche verte. Alors, des niches vertes. Une niche RSE. Qui potentiellement est globalement intéressant. On a en effet besoin d'experts. L'approche qu'on a eue, nous, c'est de se dire on va avoir plutôt une approche virale. Et donc, on va essayer de travailler pour que 100% de nos étudiants puissent, non pas être des experts du développement durable, mais avoir le minimum de connaissances et de compréhension, et voire d'envie de faire des choses, pour que lorsque des personnes dans un métier particulier vont dire on enclenche ça, les personnes se disent oui, c'est en effet, ça va être quelque chose qui va me permettre de faire mieux mon boulot, par exemple, ou d'être plus efficace. D'accord, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est que c'est peut-être bien qu'il y ait des niches vertes, c'est-à-dire qu'il y ait des masters, etc., spécialisés en RSE, développement durable, mais il faut que la RSE, le développement durable, irrigue tous les enseignements. Ouais. Avec la complexité qu'évidemment, que dès que vous construisez un master spécialisé, naturellement, les profs engagés n'ont pas envie de s'enquiquiner, donc ils préfèrent aller dans ce master où les étudiants ont choisi cette matière. D'accord, c'est beaucoup plus facile de parler des grandes problématiques à des activistes. Je schématise évidemment. Donc la problématique, c'est que dès que vous créez un master, il y a un très grand risque que l'ensemble de vos profs un peu engagés ou en avance
basculent sur ce master spécialisé, qui en règle générale dépasse rarement quelques dizaines d'étudiants, et de fait diminue la qualité globale de ce que vous faites sur l'ensemble des étudiants. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'avoir des choses qui peuvent être en effet sur de l'expertise. Les étudiants à Bordeaux peuvent être certifiés pour faire un bilan carbone après quand ils seront en entreprise. Donc ça, voilà, tous les étudiants n'ont pas envie de ça. Mais en parallèle de ça, vérifier que 100% des étudiants sont suffisamment équipés. Et qu'il y a une culture générale RSE voilà. pour tous les étudiants. Et la problématique, c'est que ça fait 10 ans qu'on fait ça et ça fait 10 ans qu'on se disait, regardez, on fabrique des managers responsables, on est des gens, on est une école vachement bien, et j'avais aucun élément pour savoir si mes étudiants sont plus responsables qu'HEC. Et en l'occurrence, ce qu'on a fait, et Xavier pourra en parler parce que vous avez certainement passé une partie de ce test avec Entrepreneurs d'Avenir, c'est qu'on a fabriqué une espèce de TOEFL du développement durable, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre non pas de vérifier si vous êtes des experts du développement durable, mais qu'à minima, si je vous parle de la discrimination homme-femme, vous ne pensez pas simplement que c'est un discours de féministe. C'est le permis de conduire RSE un peu. Voilà. Alors, oui, je ne sais pas si c'est... Oui, ça pourrait être comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, Xavier a fait Entrepreneurs d'Avenir a fait un test, il y a une cinquantaine de personnes qui l'ont passé dans cette salle, enfin dans le Parlement, et il a fait un test miroir avec 250 étudiants, c'est ça? Peut-être que tu peux en toucher un mot, pour voir justement où en sont nos étudiants, où en sont les personnes dans la salle. Et je trouve que souvent, on fait des conférences sur le développement durable, on fait des actions de sensibilisation ou de communication ou de formation sans savoir à qui on s'adresse. Donc là, ça permet d'avoir une première photographie, puis après de construire des choses. Est-ce qu'il y a 3 chiffres Alors, les 3 chiffres en 3 mots, très rapidement. Ce qu'on a évalué, c'est effectivement, alors les étudiants de Kedge sont meilleurs que les 50 000 personnes dans le monde qui ont passé le test, donc ça c'est pas mal. Les entrepreneurs d'avenir sont encore un petit peu meilleurs, mais pas autant que ce qu'on avait espéré, parce que normalement c'est des gens plutôt sensibilisés sur ces questions. Alors il y a des fortes convergences qu'on a notées avec Jean-Christophe, qu'on a commencé à dépouiller les résultats, sur ce qu'est l'innovation, sur la définition de ce que peut être un entrepreneur responsable, quelqu'un qui se préoccupe des autres, qui cherche quelque part à protéger aussi son environnement immédiat ou un peu plus lointain. Et en revanche, il y a des différences. Assez curieusement, le désir de changer le monde est beaucoup plus fort chez les entrepreneurs d'avenir que chez les étudiants, alors qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un trait caractéristique de la jeunesse. Les étudiants ont intégré certains aspects de la RSE, mais pas la globalité, et ils insistent beaucoup sur leur environnement de travail. Il y a une attente très forte, ça a été évoqué, en termes de qualité de l'environnement de travail. Ce qui les touche directement, il y a des attentes fortes en termes d'environnement de travail et de management. Il y a une attente très forte là-dessus. Management collaboratif, holacratie, sociocratie, en tout cas de nouvelles méthodes de management. Ils ne veulent plus être managés comme on a pu l'être ou comme certains d'entre vous ont pu l'être les années précédentes. Ok, très bien. On mettra les résultats sur le site d'Entrepreneurs d'Avenir. Ah voilà, sur le site d'Entrepreneurs d'Avenir. Juste un petit mot par rapport à Monsieur Carteron. J'ai pas bien compris vos propos sur les masters qualité au sein de Kedge. Vous avez dit qu'il y avait une dizaine de personnes, c'est ça? Non. Ouais. Ce que je disais simplement, c'est que dans l'enseignement supérieur, en règle générale, lorsque vous faites un master qui peut s'appeler Alter Management, qui peut s'appeler Responsable Développement Durable, vous avez c'est des cohortes de quelques dizaines d'étudiants. Oui, une classe, ça va être 30, 40, 50 personnes. Moi, j'ai 12 000 étudiants. De Cergy, il y en a 40. Oui. Voilà. Et moi, j'ai 12 000 étudiants. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que même si je formais 40 gens absolument fabuleux, s'ils se battent contre les 12 000 autres, voilà, ils vont quand même galérer un petit peu. Donc l'idée, c'est de toucher les 12 000 et pas simplement les 40 ou 50. Ok, merci. Qui veut intervenir pour parler de son innovation en 60 secondes chrono? Arnaud de Saint-Simon, psychologie. J'ai un micro, merci Alexandre. En 60 secondes, bonjour. Certains des participants là l'ont évoqué, le problème de la transition, de la transformation organisationnelle et personnelle, le management. Dans les médias, la transition, elle est vers le numérique, elle est vers les services, elle est vers les événements au service des lecteurs. Et finalement, ce sont de nouveaux métiers à apprendre et de nouveaux défis. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur comment accompagner les hommes et les organisations dans cette transition, au service de cette transition, sinon elle n'est pas possible, ou en tout cas elle prend beaucoup de temps. Donc passer
d'une direction et d'un management vertical basé sur un leadership à quelque chose de plus horizontal, ça a été évoqué. Donc, au fond, ça s'appelle les nouvelles gouvernances. Donc, partager d'abord l'information, toute l'information, en traitant les salariés et les gens comme des personnalités responsables qui peuvent l'entendre. Donc, donner du sens, partager la gouvernance et les responsabilités, travailler peut-être en commun sur les valeurs et le sens, parce que si on délègue de la responsabilité, il faut évidemment qu'on soit sûr qu'on est sur les mêmes valeurs et le sens. Travailler ensemble sur une mesure de la performance qui est moins individuelle et davantage collective, parce qu'il faut quand même être performant, mais selon d'autres critères. Travailler ensemble sur des chartes, télétravail et autres. Voilà, il y a beaucoup de choses à inventer qui sont dans beaucoup de livres et qui étaient dans une conférence qu'on a faite hier après-midi. Et finalement, le sujet, c'est d'abord améliorer l'engagement dont le taux est extraordinairement bas dans les entreprises, améliorer l'efficacité personnelle et économique et aussi attirer les générations Y et X qui n'ont plus envie de rejoindre le vieux monde du matriciel et de l'entreprise inertielle. Voilà, j'ai peut-être fait 62 secondes. Hein. Oui, allez-y, allez-y. Présentez-vous. Hein, oui, alors bonjour, je m'appelle donc Jérôme Jublin. J'ai créé une société qui s'appelle Humanao, qui veut dire humain maintenant, Human Now, il y a un petit jeu de mots. Et en fait, juste une petite question, c'est que nous, on a donc un point commun tous ici avec des gens comme Donald Trump ou Nelson Mandela. Donc je vous laisse 2 secondes pour chercher. En fait, le point commun, c'est qu'on a tous un cerveau. Même si on a différentes façons de s'en servir. Et le deuxième point commun, c'est qu'on a tous joué quand on était enfant, quand on était petit, et qu'on a un petit peu oublié ça quand on est devenu adulte. Donc à partir de ce jeu, en fait, le jeu en fait, est un moyen universel, intergénérationnel, on vient d'en parler, et interculturel, donc justement pour désapprendre, pour apprendre. Et en fait, ce jeu, nous, on l'a remis au goût du jour sur un jeu de plateau qui permet de jouer entre humains, pas devant un écran, avec différentes innovations. Et je ne suis pas là pour parler du jeu, je veux juste vous dire que le jeu, il améliore la mobilité donc plastique du cerveau, il se base là-dessus. Et également, il agit sur l'intelligence cognitive, et ça, il y a beaucoup de choses qui le font. On en a parlé ici, et c'était passionnant, notamment pour tout ce qui est technique, panneaux solaires, etc. Mais il touche l'intelligence émotionnelle, et ça, c'est vraiment fondamental, et il touche l'intelligence sociale. Et là, vraiment, en termes d'innovation au service des transitions, on a fait une partie ce matin au MOVE, donc au mouvement des entreprises sociales, certains peuvent en parler dans la salle. Le jeu est vraiment parfait pour ça. Donc, je pense que le jeu va prendre de plus en plus de place, on est à 59 secondes, et que ce jeu, le jeu de plateau, avec différentes innovations technologiques comme on les propose, vont amener du mieux vivre, vont amener de l'engagement et de la motivation, comme vous disiez, et vont vraiment amener une satisfaction au service de la transition. Voilà. Alors, merci. Alors, vous proposez des jeux, différents jeux. Merci. Alors, en fait, c'est un jeu qui peut être décliné. C'est un jeu. Alors, en fait, c'est un jeu, c'est un concept de jeu en 2 mots. Ça s'appelle, on l'a appelé en anglais parce qu'on vise aussi l'international, Game as a Human Service. Ce qu'on traduit en français par le jeu comme service au profit de l'humanité qui est en chacun de nous. D'accord. Et alors, si on veut suivre ça, c'est Humanao. Alors, c'est Humanao, donc c'est UMANAO. Donc .com, ça c'est le site internet. On communique beaucoup par Twitter et par Facebook aujourd'hui, puisque en fait pour développer le site. Non mais on verra. Voilà, oui, non, mais on est c'est déjà bien d'avoir voilà. le site qui renvoie à la page sur Facebook. Twitter et sur Facebook et sur LinkedIn, tout à fait. Merci beaucoup. Je vois. Oui, Madame, et après Thomas Parouti. Approchez-vous bien parce qu'on ne vous entend pas bien. C'est bon. Oui, bonjour. Donc, je suis Anne-Eugénie Gaspard de l'AFNOR. Et donc, je me permets de prendre la parole parce qu'on a parlé des normes ce matin, et notamment de la norme ISO 26000, donc, qui est un guide qui permet de mettre en place une démarche de responsabilité sociétale qui n'est pas complètement fumeuse. Ici même, il y a 15 jours, en lien avec Poitiers, Limoges et Pau, il y a plus de 250 entreprises et dirigeants qui se sont réunis autour de cette thématique de la RSE avec la norme ISO 26000 qui donne un cadre et qui permet donc de réinterroger les modèles, de réinterroger les finalités et la responsabilité que les organisations ont, qu'elles soient publiques, associatives, privées, au regard de la société au sens large, donc tant sur les salariés, sur les ressources humaines en interne,
que sur comment on s'inscrit dans le développement du territoire dans lequel on est ou la filière d'activité dans laquelle on est, et surtout voilà, comment on est responsable de l'environnement ici et des humains ici ou ailleurs selon les politiques d'achat ou les collaborations qu'on peut développer. Donc je voulais juste resituer, la norme n'est pas forcément quelque chose de contraignant et qui empêche la vitalité et la créativité, et tous les témoignages que nous avions eus ce jour-là des dirigeants ont montré une réelle vitalité, de l'envie. Didier Chauffaille était là ce matin, il avait témoigné ce jour-là au travers d'un petit film de l'amour de son prochain, en tout cas du respect des valeurs. Et juste pour dire que voilà, la RSE, on a plein de sujets qui sont abordés là, de l'innovation, du lien, de la co-création, de la transversalité. C'est ça, ce qu'elle permet. Il y a différentes façons d'avancer, d'innover, d'être plus respectueux. Voilà, c'en est une et qui est aussi intéressante à approfondir. Non, mais oui, c'est plus qu'une, c'est le cœur de la RSE, bien sûr. Bien sûr. Bon, après, c'est difficile à communiquer au grand public parce que c'est un peu rébarbatif. Oui, alors je voulais juste dire sur l'innovation. Donc ça, c'était juste rébarbatif. Après, oui, on communique. Donc l'innovation au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine où nous sommes, c'est qu'il y a un projet qui se lance qui s'appelle Résonance, qui associe aujourd'hui plus de 10 organisations professionnelles, donc avec le soutien après d'acteurs du développement économique, des pouvoirs publics, donc notamment la région et l'État, pour justement faire grandir ces innovations sociétales avec l'accompagnement des démarches dans les entreprises par des approches sectorielles, mais en mutualisant les outils, les méthodes, les compétences et toute la richesse des acteurs sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Alors c'est Résonance, pour trouver résonance.com.fr. Résonance-RSE.com. Résonance-RSE.com. Pardon, Thomas Parouti, Agence Mieux. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Thomas Parouti, j'ai fondé l'agence Mieux il y a 7 ans. Je ne vous parle pas de l'agence aujourd'hui. Je vais parler d'une initiative qu'on a faite il y a 2 ans et 3 ans et qu'on va remettre à l'ordre du jour en 2017. Ça s'appelle la No Impact Week. C'est pendant une semaine et donc 5 journées travaillées. On fait des expérimentations entre nous avec 5 thématiques. Le premier jour, on parle d'agriculture et on parle d'alimentation. Et donc, comme le week-end, on a pu cuisiner chez nous quelques plats, on essaie de cuisiner un peu différemment le lundi et de manger tous ensemble et de parler donc d'alimentation. Le deuxième jour, on parle d'énergie et de bâtiment. Le troisième, on parle de transport, de tech et de vie au bureau. On sait bien que le web est lourd et qu'il faut tout faire pour réduire le poids des serveurs et de tout ce qu'on consomme comme énergie. On parle le quatrième jour d'économie circulaire, des déchets et de l'eau. Et il s'avère que l'agence est située sur une péniche. Et donc, on voit passer la Seine et tous les déchets qui sont dans la Seine. Et avec la Surfrider, dont je suis membre, il y a un truc qui s'appelle les initiatives Océane. Et donc, on ramasse les déchets sur les plages. Et nous, on fait ça au bord de la Seine. La première année, on avait ramassé 180 kilos. La deuxième année, 280 kilos. On a ramassé le blouson de Michael Jackson, un canapé, une batterie. Le vrai blouson? On ne sait pas si c'était le vrai, mais il y a une enquête qui est en cours. On a ramassé aussi une pierre tombale à ma belle-mère. C'est pas une blague, c'est une réalité. Voilà, donc, on parle de déchets, d'eau, et c'est évidemment super intéressant. Et le quatrième, on parle de l'humain, on parle d'allocratie, on parle de solidarité, de méditation. Voilà, on fait des tests et en général, ces pratiques, ces sensibilisations nous permettent la semaine d'après de faire des gestes encore un peu mieux. On fait souvent un bilan carbone la semaine de la No Impact Week et un bilan carbone une semaine avant ou quelques semaines avant. Voilà, et donc on va le mettre, on va faire un site. Enfin, il y a un site qui est en ligne qui existe, mais l'idée c'est de proposer à tout le monde de participer. Donc quelle est l'adresse? noimpactweek.com. noimpactweek.com. Ouais. Ok. Et donc, l'idée, c'est que plein d'entreprises, si elles ont envie de le faire, le fassent aussi. D'accord. Voilà, on va mettre plein de documents, de contenus disponibles pour que tout le monde puisse s'amuser et se bouger. Très bien. Merci. Messieurs. Oui, alors il y a beaucoup de questions. On continue, hein, moi, il n'y a pas de problème. Hein, tant qu'on ne nous met pas dehors de la salle, on continue. Allez-y, allez-y. Bonjour, je suis Vincent Crevaux. Je suis le président d'une société qui s'appelle SenseUp.
en hausse de sens. Et je suis très enthousiaste parce qu'en fait, quand on parle d'innovation, on a parlé aujourd'hui essentiellement en fait, de démarche de sens. Et je rejoins M. de Saint-Simon sur ce qu'il disait autour de l'animation du sens et des valeurs. Moi, je voulais apporter un point supplémentaire pour dire que innover, c'est surtout expérimenter. Expérimenter, c'est aussi échouer. Échouer, c'est aussi apprendre. Et il ne faut pas qu'on ait peur, au travers de ces démarches, de pouvoir expérimenter ce en quoi on croit à partir du moment où on y met du sens. Et cette notion de sens et d'expérimentation, on va la reproduire jusqu'à ce qu'on réussisse. Et jusqu'à ce qu'on arrive à créer ces événements, cette émulation, cette collaboration qui nous permettent, en effet, d'innover et de faire en sorte qu'une transition, elle soit plus simple demain. Donc, moi, je voulais vous livrer une autre définition à la notion de RSE. Alors, je suis désolé, je l'ai trouvé qu'en anglais, mais j'espère qu'il y aura quelqu'un qui sera meilleur que moi pour la traduire. Je voulais vous proposer une définition qui était de « to raise the sense experimentation ». Multiplions la capacité à innover, à expérimenter, mais toujours en lui donnant cette notion de sens. Et puis je voudrais finir avec une petite pointe de philosophie, en vous citant Alain qui disait « le principe de l'action, c'est de s'y mettre ». C'est de s'y mettre. Vincent, David. Bonjour. Hier, il y a eu des conférences très intéressantes. Présente-toi, rappelle ce que tu fais. L'agence Relations d'utilité publique, qui a été créée il y a une dizaine d'années. Et là, je voulais parler d'une initiative qui est en train de se mettre en place en France et en particulier à Bordeaux. Hier, on a eu des conférences très intéressantes sur le leadership qui implique des dirigeants et leurs équipes. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne en compte un phénomène qui est grandissant. Aux États-Unis, il y a 30% de travailleurs indépendants. En France, on est à 10%. On va vers ces 30% à terme pour différentes raisons, soit parce qu'on ne trouve pas de boulot, soit parce qu'on a envie de créer sa propre activité pour des raisons personnelles ou de motivation. Or, il y a deux solutions. Soit on crée son activité seul avec les statuts juridiques qui vont avec, qui sont souvent compliqués et pas forcément très protecteurs, soit on invente des entreprises partagées. Et là, donc, je voulais vous citer l'exemple d'une structure qui s'appelle Bigre, qui rassemble des coopératives d'activité et d'emploi. C'est un système qui s'est créé en 1995 à Lyon, qui existe dans tous les départements. L'idée, c'est de mutualiser le travail, la protection sociale, la trésorerie. Donc, moi, c'est mon cas, on est 5, mais j'ai jamais créé d'entreprise. Je suis salarié de Copanam. J'ai donc tous les droits afférents aux salariés. Nous sommes 5, nous sommes tous salariés. Et dans Copanam, nous sommes 800. Il y a tous les métiers qui existent, sauf les métiers réglementés. Et donc Copanam, Oxalis, qui est une autre coopérative qui est plutôt basée à Lyon, Grands Ensembles, qui est une coopérative dans le Nord, et puis Smart France, Smart en Belgique, gère l'équivalent de tous les intermittents du spectacle. Donc ces 4 structures se sont rassemblées pour créer Bigre, et l'idée c'est de réfléchir à une méta-coopérative qui va pouvoir gérer des milliers d'entrepreneurs individuels qui au lieu d'entreprendre individuellement, ont envie d'entreprendre collectivement et de mutualiser leur savoir, leur protection sociale. Ça c'est quelque chose, il me semble, qui est vraiment une entreprise d'avenir, et il se trouve que, on va dire, l'exemple concret est à Bordeaux, ça s'appelle Bibix, et l'idée c'est de mutualiser. Bibix, oui, ils sont basés à Darwin, et l'idée c'est de réfléchir à comment on peut coopérer entre travailleurs indépendants et créer du travail ensemble, de créer des protections mutuelles, et puis d'avancer ensemble au lieu d'entreprendre seul dans son coin. D'accord, merci beaucoup. Monsieur, allez-y. Oui, je suis Antoine Héron, président d'une association qui depuis 6 ans travaille sur la promotion de l'innovation citoyenne au service du développement durable. Donc je suis complètement dans le thème de cette table ronde. On a depuis 6 ans, on est centré sur les innovations simples, puissantes, pas chères, inclusives. Et on a identifié une dizaine de thématiques maintenant en termes en matière d'agriculture et d'alimentation, les innovations dans ce domaine-là, avec les fermes d'avenir, notamment de Maxime de Rosselan, qui sont présentes ici aujourd'hui. En termes de transport, nouvelle mobilité électrique légère dans les centres-villes, en termes de bâtiments avec des écomatériaux, etc. Enfin, un peu tout ce panel de ce qu'on vient de voir. Et c'est étonnant de voir comment ces innovations viennent souvent de gens à qui on n'avait rien demandé,
et qui tout d'un coup inventent des choses tout à fait en rupture avec ce que les experts des métiers classiques apprenaient. Et donc, il est important d'être très attentif. Et je plaide, j'en ai parlé avec le Conseil économique et social Jean-Paul Delvoye, à un institut d'observation de l'innovation citoyenne. Et je suis sûr qu'en Aquitaine, il y a plein de citoyens qui ont des idées, qui ont des innovations. D'ailleurs, il y en a qui sont ici. Il y en a qui ont développé, par exemple, toute la technologie de teinnerie des pots de poisson, par exemple, pour de nouveaux produits. Il y en a qui ont... Enfin, j'ai vu pas mal d'exemples aujourd'hui, donc je me nourris beaucoup de ce que je découvre aujourd'hui ici. C'est passionnant et je trouve qu'il est important de gérer des connexions entre ces innovateurs-là qui ont beaucoup de mal à se développer et développer des connexions entre innovateurs. Par exemple, l'innovateur solaire, le thermovoltaïque, je pourrais le mettre en relation avec quelqu'un qui vient de réinventer le traitement des vases dans les ports, les rivières, et qui a eu l'an dernier le prix de l'écologie de Ségolène Royal au Bourget, parce que lui retraite la vase pour en faire des terres de maraîchage, qu'on renvoie chez Maxime de Rostolan dans ses fermes d'avenir. Vous voyez, il y a des connexions à faire que j'appelle de mes voeux. Alors vous pouvez vous renseigner pour suivre ce que nous faisons sur notre site icdd.fr, Innovation citoyenne et développement durable, icdd.fr, et à votre disposition pour avancer sur ces différents thèmes qui sont passionnants. Merci. J'aimerais bien... S'il vous plaît. J'aimerais bien une intervention d'une dame, pour faire un peu de parité. Ah ben voilà, une dame. Présentez-vous bien. Bonjour, je m'appelle Valérie Prévost et je suis porteur d'un projet que j'ai appelé la Fabrique sociétale, dont l'objectif est de faire société pour que chacun entre en bien-être. Et il s'appuie sur le principe repéré qu'on a quand même du mal à faire travailler nos intelligences collectives. Et l'idée, c'est de la rendre intégrable. Et en s'appuyant sur la rencontre d'acteurs qui ne sont pas habitués à travailler ensemble, parce que jusqu'à présent, je constate, et pour avoir d'ailleurs travaillé aux côtés de Jean-Christophe Carteron dans une autre vie, que intégrer le développement durable dans nos processus pédagogiques, c'est pas simple. Dans nos vies courantes non plus, parce qu'on a beaucoup de freins. Et parmi les freins, il y en a un que je repère comme étant assez peut-être trop français, mais je pense qu'il n'est pas que français, je pense qu'il est humain. C'est faire confiance et se donner le droit de se transformer. Donc l'intelligence collective, elle passe aussi par le fait que chacun puisse avoir confiance en l'autre et pas seulement dans ses sphères personnelles de travail. C'est-à-dire que là, on va être avec des gens autour de nous qui sommes tous convaincus de ce que l'on dit et persuadés que ce qu'on fait, c'est très bien. Et j'en suis parfaitement aussi, moi, certaine. Sauf qu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas du tout entrés dans ces modèles-là. Et comment on peut aller les chercher tout en les réenchantant? Parce qu'il y a un problème au niveau national, en tout cas, mais dans le monde, à cause de toutes nos crises, c'est qu'il y a du désenchantement. Le désenchantement crée un repli. Et ce repli nous sclérose et nous empêche de travailler dans une intelligence collective intégrée. Et on va réussir à créer des champs d'action dans des silos, mais on ne va pas réussir à faire des passerelles, créer des passerelles. Donc comment on peut créer ces passerelles? C'est moi le sujet qui m'anime particulièrement, pour pouvoir sortir de ces freins qui nous empêchent de nous transformer et de passer en transition. Donc je propose de mettre en place un écosystème pédagogique et de revisiter, qui fait revisiter toutes les postures pédagogiques antérieures et dans laquelle on va croiser des acteurs qui vont être différents en génération, en culture, en expérience et qui vont travailler ensemble autour d'un sujet de bien commun qui serait porté par une association ou par une collectivité. Alors c'est très bien, c'est ambitieux comme projet, mais ça a l'air très intéressant. Est-ce que vous avez un site internet, quelque chose sur lequel on peut vous suivre? Oui, j'en ai créé un qui s'appelle La Fabrique sociétale, c'est sur donc lafabriquesociétale.com, tout attaché.fr. Lafabriquesociétale tout attaché.fr. Voilà, donc son objectif là maintenant c'est de trouver des partenaires pour se lancer. Une dame peut-être, pour un peu de parité? Non, pas de dame? Non? Bon, mais monsieur, allez-y, allez-y. Ouais, j'ai une barbe, excusez-moi.
Je voudrais abonder dans justement l'innovation managériale, parce que c'est aussi, on en a parlé énormément, effectivement on est dans des périodes de transition importantes. Moi j'ai créé une société il y a une quinzaine d'années avec Elisabeth qui est à côté de moi et qui s'appelle Osphère, le management biologique. Donc j'ai écrit un bouquin il y a maintenant 10 ans qui parle justement de la compréhension de la complexité des systèmes vivants. Et notamment en entreprise, l'entreprise étant un système complexe vivant. Et nous avons accompagné un certain nombre d'entreprises depuis maintenant plus de 15 ans sur justement leur regard porté sur cette complexité et comment manager le vivant, comment faire en sorte que le vivant existe en permanence et remettre l'homme au cœur du système. Moi j'entends depuis, je suis entrepreneur d'avenir depuis quelques temps et j'ai pas l'impression que ce discours évolue beaucoup. C'est-à-dire que je parlais, et on parlait déjà à l'époque, il y a une quinzaine d'années, d'intelligence collective. On utilisait déjà, il y a 15 ans, des outils d'intelligence collective qui existaient et nous travaillons avec des entreprises qui ont pris ce tournant il y a une quinzaine d'années et qui ont réussi de très belles choses. Aujourd'hui, souvent dans les discours que j'entends, j'en entends pas grand-chose de très nouveau. Par contre, je m'aperçois que les entrepreneurs découvrent que l'intelligence collective existe, découvrent qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire de l'entrepreneuriat et du management autrement. Alors, management du vivant, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire gérer la biodiversité? Non, c'est comparer le système entreprise à un système vivant comme une forêt, comme un corps humain, et comprendre quelles sont les clés qui font que ce système fonctionne. On a donc accompagné un certain nombre d'entreprises, plutôt des grosses entreprises à l'époque, puisqu'on a accompagné notamment la fusion entre Air Inter et Air France. On a accompagné dans des groupes tels que Veolia, tels que plusieurs laboratoires pharmaceutiques, l'intelligence collective et l'émergence de nouvelles idées, la créativité, etc. au sein, tout en comprenant comment fonctionne cette D'accord, vous les regardez comme des écosystèmes. Voilà, l'entreprise est un écosystème. Vous essayez de voir comment ça peut fonctionner mieux. Exactement. Avec de l'intelligence collective. Exactement. Et juste simplement, je voulais dire, et je voudrais me rapprocher de Cage, en fait, la personne de chez Cage, voilà, qui aujourd'hui, moi, j'interviens aussi en école de management ou en école de commerce, dans lequel on fait pas de management, malheureusement, on fait beaucoup de gestion. Et je m'aperçois aussi que quand je tiens le discours qu'on tient ici et que je leur parle d'innovation managériale, que je leur parle du futur, etc., ils sont complètement dans une découverte, mais qui m'impressionne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout conscience des changements qui sont en cours actuellement. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a foncièrement à comprendre comment fonctionne le vivant. Et l'entreprise est un système vivant d'une complexité absolument incroyable. Et il faut vraiment pouvoir redonner cette vision-là et comprendre d'abord et avant tout comment nous-mêmes nous fonctionnons. Le corps humain, alors, si on n'écoute pas son corps, où est-ce qu'on peut en savoir plus? Où est-ce qu'on peut vous suivre et en savoir plus? Voilà, alors d'abord j'ai un bouquin qui s'appelle Le management biologique. Le management biologique. Voilà, et puis sans ça, on a un site qui est www.osphère.fr. On est installé à Bordeaux aujourd'hui. Voilà, osphère.fr. OSPHERE.fr. Voilà. Bien. Une dernière intervention ou on termine là? Ah. Agnès Revaudier-Lozinski, je suis en train de créer ma société qui va s'appeler Hello PME. Je suis le fruit d'un gros parcours managérial dans des multinationales, notamment américaines, où on apprend beaucoup de choses. C'est avec grand plaisir que je participe à ce forum depuis 2 jours, parce qu'on sent vraiment qu'il y a des choses qui émergent au niveau des entreprises. Et je pense que la vraie révolution sociétale, ça ne viendra pas du monde politique, ça viendra vraiment du monde économique et des entreprises. Juste pour être innovant, je vais juste parler d'une chose basique. Je suis une femme et j'ai fait un parcours professionnel en me battant avec des hommes, ce qui est bien dommage. Et cette intelligence collaborative et participative que je découvre au niveau des jeunes chefs d'entreprise, c'est avec bonheur que je la vois arriver, parce que justement, soyons innovants, ayons cette parité homme-femme dans les entreprises, dans le mode décisionnel dans les entreprises, pour qu'il y ait plus de richesse et de partage d'idées. Voilà. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur.
s'il vous plaît. Derrière vous. Derrière vous, devant, maintenant. Bon, c'est pas grave. Une application développée pour la lutte contre le harcèlement et la violence à l'école, qu'on lance avec le ministère de l'Éducation. Deux premiers pilotes devraient démarrer très prochainement. Donc, on a mis 14 mois à rencontrer le délégué interministériel et à avoir enfin ces pilotes. Donc, pour expliquer ce que c'est, grosso modo, la violence à l'école, dans les collèges, 700 000 élèves qui souffrent soit d'un harcèlement, cyberharcèlement ou d'une violence réelle à l'école. 480 000 professeurs, 4,4% des heures de cours perdues. Vous arrivez à travailler sur un modèle économique qui va permettre déjà de résoudre la problématique de la souffrance de l'élève qui se trouve dans cette situation et ensuite de permettre, bien sûr, de remettre l'ensemble de l'école au travail. Donc le but, c'est un site internet qui s'appelle GoSpeakUp.com. Une application... Redites bien le nom, qu'on puisse bien se connecter. GoSpeakUp.com. GoSpeakUp.com. Tout voilà. attaché. Avance, parle et... Tout attaché. Tout attaché, oui. Okay. Sauf le GoSpeakUp.com. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent en ce moment au harcèlement. Voilà, donc on travaille sujet. avec les associations, c'est un travail qui n'a pas été fait seulement alors par vous, notre c'est en milieu entreprise. scolaire, hein, c'est pas en entreprise. Non, c'est un milieu scolaire. Bon, on a eu des questions sur l'entreprise, mais il faudrait développer le site d'une manière différente. Donc la façon dont s'utilise le site, c'est à destination de la direction de l'école. Il n'y a que lui qui peut inscrire et gérer ce qui va se passer dans l'école avec ses équipes pédagogiques et ses équipes administratives, et qui peut mettre en relation donc très simplement l'élève par les usages d'aujourd'hui qui sont une application, et pouvoir livrer à tout moment où il décide de se mettre à parler, parce que la difficulté du harcèlement, c'est pour l'enfant de pouvoir parler avec un adulte ou de parler avec quelqu'un pour parler de ses problèmes, et lancer ensuite, à travers ce site qui est un site collaboratif ensuite, une action concrète de l'école pour essayer de sortir l'enfant de ces difficultés et de résoudre le cas de harcèlement le plus rapidement possible. Très bien. Bravo. On va arrêter là. Merci à tous. Beaucoup d'innovations, beaucoup de projets et très bon après-midi. Merci.